Nouveau rendez-vous de l'information sur Équateur Service Télévision, sans plus tarder les titres. Le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude dénonce l'acharnement contre le dernier rapport de son institution publié le 31 juillet dernier. Et puis nous parlerons également diversification de l'économie nationale congolaise. Le Parlement japonais promet d'offrir des formations de qualité dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et la transformation du bois. Et bienvenue à tous. Abdou Mamad, un sujet congolais d'origine camerounaise, a été condamné à 2 ans avec sursis et donc pas d'emprisonnement ferme pour trafic illégal de pointe d'ivoire. Une décision du tribunal de grande instance de Ouesso, jugée moins sévère par les ONG œuvrant dans la protection de la faune et la flore sauvage. Récit de Ulrich Mabika. Abdou Hamad échappe à la prison ferme, ainsi on a décidé le tribunal de grande instance de Ouesso dans le département de la Songa qui l'a condamné à 2 ans avec sursis ce 23 août. Une condamnation jugée moins sévère par les organisations non gouvernementales œuvrant dans la protection de la faune et la flore sauvage. À qui profitent les décisions non dissuasives de la justice, s'interroge-t-elle? Et selon une source proche du dossier, même le ministère de l'économie forestière partage l'observation de ces ONG. ONG avec lesquelles il travaille pour traquer les criminels fauniques. Pour rappel, Abdou Hamad, sujet congolais d'origine camerounaise, avait été arrêté à Pokola en flagrant délit de détention illégale et commercialisation de 10 pointes d'ivoire, synonyme de 5 éléphants tués. L'éléphant, qui fait partie des espèces animales intégralement protégées par la loi sur la faune et les aires protégées en République du Congo. Et dans cette loi, il est prévu des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme pour les délinquants fauniques. Il faut dire que l'arrestation d'Abdou Hamad a été rendue possible grâce à la complicité entre la gendarmerie nationale, le PALF et les services du ministère de l'économie forestière dans le département de la Songa. Tout rapport d'enquête de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude est publié après examen par la Commission au cours d'une assemblée plénière. Ces propos ne sont pas de moi, mais de l'Amir Nguélé qui était ce mercredi face à la presse pour dénoncer l'acharnement contre le dernier rapport de son institution sur la fraude publié le 31 juillet dernier à Brazzaville. Le point avec Steven Elenga et Anthony Gonza. Dans son rapport publié le 31 juillet dernier, au titre du premier trimestre 2018, la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude dénonce plusieurs malversations, parmi lesquelles la mauvaise gestion des fonds au ministère des hydrocarbures, au Bureau congolais des droits d'auteur, les fausses informations à la douane. Ce rapport, selon l'Amir Nguélé, est mal interprété dans les états-majors politiques. Après la publication du dernier rapport, les questions liées aux enquêtes qui, pourtant, relèvent du domaine technique, ont été sciemment transportées dans les états-majors politiques dans le seul but de brouiller les cartes. L'intérêt du principe du contradictoire est donc de permettre à tout citoyen mis en cause de présenter ses moyens de défense. Celui-ci est entendu sur procès-verbal, sur l'enquête, sur l'objet de l'enquête qui le concerne. Tel a été le cas de toutes les personnes qui ont été concernées par nos dernières enquêtes, y compris quelques membres du gouvernement. Selon l'Amir Nguélé, ce rapport est le résultat de l'enquête de la commission soumise au préalable à une assemblée plénière avant publication. Il n'émane pas de la seule volonté du président de la commission. Tout rapport d'enquête est présenté à l'assemblée plénière avant sa publication. L'assemblée plénière délibère. La délibération est faite en assemblée plénière devant le collège de commissaires. Et donc il n'y a jamais eu un travail personnel. Lorsque le président de la commission rend public le rapport, il le fait au nom de la commission et non en son nom personnel.
les attaques personnelles et répétées dont fait l'objet le président de la commission ne sont pas fondées. Elles peuvent lui donner l'occasion d'intenter des procès en diffamation. Créé par décret numéro 2007-155 du 13 février 2007, la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude est un organe indépendant. Elle ne reçoit aucune injonction de quelques autorités que ce soit, a déclaré Lamir Nguele. Restons dans ce chapitre, la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude respecte le principe de la présomption d'innocence des personnes mises en cause. Elle n'est donc pas une juridiction pour établir les responsabilités et prononcer des condamnations, a dit Lamir Nguele au cours de ce point de presse. On l'écoute. Sur la présomption d'innocence, la Commission respecte aussi la présomption d'innocence des personnes mises en cause. En ce sens, elle n'est pas une juridiction pour établir les responsabilités et prononcer des condamnations. Elle met tout simplement en lumière, dans une démarche rigoureuse, les faits susceptibles de constituer des actes de corruption ou des infractions assimilées. La Commission ne condamne donc personne. Elle relève simplement les faits en leur donnant une qualification juridique conformément à la loi anticorruption. Les citoyens auditionnés lors des enquêtes n'ont pas la qualité d'accusé, mais celle d'enquêter. La suite de la procédure leur donne l'occasion de se défendre devant les juridictions pénales, plus particulièrement devant le procureur de la République ou le juge d'instruction. On ne peut donc pas soutenir que la Commission ne respecte pas la présomption d'innocence des enquêtés. Parlant coopération, le Parlement japonais entend soutenir le Congo dans sa politique de diversification de son économie nationale. Ce soutien passera par la formation des cadres dans les secteurs de la transformation du bois, l'agriculture et l'élevage. Le sujet était au menu de l'entretien que le président de l'Assemblée nationale a eu ce mercredi avec la délégation des parlementaires japonais conduite par l'honorable Yoshita Sakurada. Les détails dans ce reportage. L'entretien entre Isidore Mvuba et la délégation des parlementaires japonais s'inscrit dans le cadre de la revisitation et de la consolidation de l'alliance parlementaire entre les deux pays. Le Parlement japonais, qui salue la politique de diversification de l'économie nationale congolaise, entend apporter sa touche participative dans la formation des experts, notamment dans les domaines de l'industrie du bois, l'agriculture et l'élevage. La capacité scientifique et technologique du Japon est très enrichie. Donc j'ai l'impression qu'on pourra chercher la possibilité de coopération dans le domaine de l'industrie des bois qui est riche en République du Congo et en créant plutôt l'emploi intérieur dans votre pays. Nous pensons également à inviter des experts congolais dans le domaine agricole au Japon pour offrir des formations et d'éducation dans ces domaines. Signalant que les relations diplomatiques entre les deux États sont vieilles d'une 50aine d'années et n'ont jamais subi d'entorse. Dans l'actualité également, les tenanciers des kermesses érigées dans les établissements scolaires publics sur toute l'étendue du territoire national sont appelés à arrêter toute activité lucrative et libérer dans l'immédiat ces espaces scolaires. L'ultimatum a été donné lundi par l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation à l'issue de la ronde effectuée dans quelques établissements scolaires publics de Brazzaville. Retour sur ce reportage de Vivas Mambwana et Ulrich Adjubi. Du CG Angola Libre à l'école des Trois Fonds à Bas-Congo, en passant par Congo Diamukuba, le discours est le même. Au nom du ministre de l'Université et tous ceux qui ont utilisé
l'école, la construction scolaire comme site. Vous arrêtez immédiatement à compter d'aujourd'hui. David Bokeh, inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, après sa rencontre du 23 août avec les gérants des kermesses, est venu demander d'arrêter immédiatement après un constat jugé désolant car sur place, les salles de classe et bureaux sont transformés en dépôts de boissons et l'insalubrité grandissante dans les établissements à un mois de la rentrée des classes. Nous constatons que sur le terrain, il y a donc des débordements. Voilà pourquoi, au nom du ministre Anatole Koloni Makosso, nous demandons à tous les promoteurs, je dis bien à tous les promoteurs des kermesses à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Sivissi, à Ouesso, d'arrêter immédiatement à compter d'aujourd'hui leurs activités dans les concessions scolaires. Et si ce n'est pas fait, je crois, ils sont conscients, nous leur avons déjà dit que nous mettrons donc la force publique derrière eux. Autorisé par les mairies des arrondissements, l'implantation des kermesses dans les établissements scolaires publics était à but culturel. Mais sur place, ce sont plutôt les activités lucratives qui ont pris le dessus. S'il était question qu'ils organisent pendant les grandes vacances les activités culturelles. Chose curieuse sur le terrain, nous avons constaté que au lieu des activités culturelles, ils procèdent aux activités d'autres lucratives. Et malgré nos interpellations dans le but de recadrer leur vision, et ne change pas. 80 voire 100 000 francs CFA, telles a été les sommes d'argent déboursées par les tenanciers des stands pour occuper un espace dans une kermesse. À compter de l'année prochaine, plus aucune kermesse ne sera autorisée dans les établissements scolaires, a laissé entendre l'inspecteur général. Revenons sur la fièvre jaune qui bat son plein dans la ville océane. Pourtant, la population congolaise semble encore ignorer ce virus. Alors, qu'est-ce que c'est que la fièvre jaune? Comment se manifeste-t-elle? Quelle est l'attitude à adopter pour barrer la voie à cette épidémie? Ce reportage de Raoula Yundo nous édifie sur toutes ces interrogations. Suivez. Donc nous avons pu détecter avec les amis de l'OMS et de la Direction générale de la lutte contre la maladie des cas donc à Pointe-Noire dans le Kwilu. Il y a aussi des cas de chikungunya à Brazzaville et à Gamboma, des cas de fièvre jaune aussi éparpillés dans les plateaux. Donc c'est presque une alerte nationale qu'il faut lancer. Ces virus, alors, qui sont transmis par ces moustiques Aedes, vous avez donc le virus de la fièvre jaune, vous avez le virus du chikungunya ou le virus du Zika, ont pour particularité de provoquer les mêmes signes d'accès fébrile ou bien, si vous voulez, de forte fièvre associés à des courbatures. Donc, on confond souvent ces maladies au paludisme. La prévention idéale, c'est le vaccin. Si vraiment la situation l'exige, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a des zones où le portage en virus est très élevé, il faudra qu'on fasse de la fumigation, c'est-à-dire qu'on va déployer des insecticides à la fois dans les maisons et dans les quartiers. En culture, les rappeurs franco-congolais Naza et K-Black sont à Brazzaville depuis quelques jours. Vous le savez certainement, ils sont arrivés à l'occasion du grand show qu'ils tiendront ce vendredi 31 août au Palais des Congrès, faisant partie du label Bomaye Music. Ces artistes étaient face à la presse ce mercredi pour expliquer le vif de leur concert. Marielle Bakatola y était pour nous. Voici ses notes. Arrivé pour son méga concert ce vendredi au Palais des Congrès, le rappeur franco-congolais Naza s'apprête à livrer son premier show à Brazzaville. J'ai beaucoup dansé et il y a mon guitariste Bingy qui est juste là. Il a l'air fatigué, mais le jour du concert, il va tout tuer, il est obligé, je l'ai prévenu. Ici c'est la maison, donc il est obligé.
Et non, il y aura eu des bonnes surprises, des bonnes surprises. Accompagné par son ami d'enfance, le rappeur Keblack et d'autres artistes du label Bomaye Music, ces rappeurs sont fiers d'être au Congo pour commémorer les 1 an et demi de carrière de NASA. Que nous, on a commencé la musique, on avait 15 ans, on s'amusait un peu. On allait à gauche, à droite, NASA et moi, on avait un écouteur dans l'oreille, on écrivait nos sons comme ça en rigolant. On faisait de la musique, à la base, c'était pour nos potes en fait. Et je ne savais pas que ma musique allait arriver jusqu'ici. En Congo, que ce soit au Congo ou partout en Afrique. Et aujourd'hui, ça fait super plaisir d'être là. Et en tout cas, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Après avoir échangé avec la presse, les artistes se sont rendus dans les orphelinats d'Uyamel et Simone à Kombo et Saint-Antoine de Padoue à Massengo pour apporter des dons aux enfants vulnérables. Je suis très heureux qu'ils sont venus nous rendre visite, mais que ce ne soit pas pour la première et la dernière fois. Il n'y a pas seulement les dons, il y a aussi la visite, le contact physique, non ? Le jouet, c'est très bien. L'enfant va s'amuser, mais ça va se casser. Mais quand il y a le contact physique, juste pour dire bonjour les enfants ou est-ce que vous avez bien dormi, ça fait aussi du bien. Notons que la première partie du concert de NASA sera livrée par des artistes nationaux tels que Talal, One Missile, NASA Junior et bien d'autres. NASA compte déjà 2 albums sur le marché, dont C'est la loi. Faisant un tour en Afrique du Sud, le pays se détourne du nucléaire au profit des énergies renouvelables. Le gouvernement entend atténuer sa dépendance au charbon dans le pays. L'électricité est fournie à 90% par des centrales à charbon issus des parcs vieillissants et polluants. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de baisser cette part jusqu'à 65% et d'augmenter celle provenant du gaz et des énergies renouvelables d'ici à 2030. Africa 24. Délaisser l'énergie nucléaire au profit des énergies renouvelables. En Afrique du Sud, c'est le choix qui a été fait par les autorités et qui met donc en suspens le projet très controversé d'expansion du parc nucléaire civil initié par Jacob Zuma. Nous allons lancer une étude pour déterminer s'il nous faudra plus de nucléaire après 2030. Mais jusque-là, nous n'envisageons pas d'augmenter notre capacité de production d'électricité nucléaire. D'un coût faramineux de 1000 milliards de rand, le projet avait pour but la construction de 6 à 8 réacteurs pour une capacité de 9600 MW. Un coût impossible à décaisser pour le pays, d'autant plus que la consommation en électricité est sur une pente descendante. L'économie sud-africaine s'est ralentie. Cette baisse de la consommation de l'électricité est due tout simplement au fait que l'industrie sud-africaine, il y a eu une régression dans le domaine industriel et l'économie sud-africaine est mal en point. Outre l'aspect économique, le profil environnemental de l'Afrique du Sud lui fait, selon les observateurs, défaut. Le Sud aujourd'hui ne dispose pas d'infrastructures qui pourraient l'aider à éliminer de manière écologiquement rationnelle les déchets nucléaires. Rappelons que l'Afrique du Sud est le seul pays du continent à disposer de 2 réacteurs atomiques. Offerts par la France, il se situe à Koeberg, dans le sud du pays. Restons à l'étranger, diversifier l'économie à la dépendance aux appuis financiers étrangers. C'est ce que préconisent les experts étrangers au Soudan du Sud. Le pays possède un tissu économique fragile et des ressources pétrolières en constante diminution. Ces mesures lui permettraient donc de remonter son taux de croissance, nous dit Africa 24 une fois de plus. Le Soudan du Sud a besoin de 81,6 milliards de livres soudanaises pour financer son budget 2018-2019. Adopté à l'Assemblée nationale le 20 août 2018, les détails de son exécution n'ont pas été révélés. Cependant, des experts pointent l'incapacité des recettes pétrolières à assurer le relèvement de l'économie du pays. Pourtant, le Soudan du Sud a repris l'exploitation du pétrole à la faveur de la signature d'un nouvel accord de paix. La question à l'heure actuelle est celle de la disponibilité à court terme des investissements nécessaires à une telle opération. Ensuite, l'évolution positive des recettes publiques qui, bien que n'étant pas à la hauteur du budget estimé, ont progressivement augmenté depuis quelques années et constituent une bonne base. Le fort recours à l'importation des aliments représente un frein aux perspectives économiques du pays.
En effet, 12 millions de Sud-Soudanais dépendent des apports alimentaires extérieurs. Le secteur agricole est encore fragile, tout comme les secteurs tertiaires et secondaires en général. Le taux explosif d'inflation au Sud-Soudan lui impose de développer des secteurs de saine création de richesses. Pendant l'exercice budgétaire 2017-2018, 2 tiers des dépenses publiques du Soudan du Sud ont été couvertes par des donateurs étrangers. L'État sud-soudanais devra pendant l'exercice en cours remonter un taux de croissance de moins 7% enregistré. Et c'est par ces notes d'Africa 24 que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine édition, vous serez en compagnie de César Bobéi. Quant à moi, je vous dis au revoir et à une prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien.